Bonjour maître, Bonjour, ou plutôt bonsoir, puisque il fait nuit, et nous sommes dans Paris, c'est vrai. bien cachés, Dans un relativement. lieu tenu secret, Oui, oui, oui. mais qui, je l'espère, ne le restera pas longtemps. Ouais. Mais effectivement, j'ai élu domicile dans des locaux parisiens. Bien. Alors de quoi allez-vous nous entretenir Bien, j'avais pensé comme premier sujet de nos conversations légères v- que je vous entretienne d'un nouveau dossier qui présente un intérêt politique. Et un intérêt sociologique, un intérêt historique. J'ai été contacté par la famille d'un jeune qu'on appelle djihadiste, qu'on appelle terroriste. En tout cas, il est accusé de terrorisme. Il s'appelle Norian Yembou. C'est un jeune franco-algérien qui a une vie normale, adolescence, quelques traumatismes dus à l'un des fléaux de notre temps, c'est-à-dire les divorces en Occident. Bon, passons. Scolarité, CAP, trafic de drogue, qui se passait très bien d'ailleurs. Un bon sens du commerce, jusqu'à ce qu'il se fasse attraper. Donc un parcours de délinquance. Et puis en 2014, une conversion, qui n'est pas due d'ailleurs à la fréquentation d'une quelconque mosquée, hein, mais c'est une conversion qui est d'abord brutale, rapide, extrêmement rapide, et qui fait qu'en quelques semaines, en fréquentant des sites internet et en ayant des liens, effectivement, il rentre dans une pratique musulmane, islamiste, disons, et il se rend en Turquie, dans la zone à la frontière syrienne, puis je crois qu'il se rend aussi en Syrie. Je reviendrai sur ce dossier, de façon plus précise quant aux dates et quant aux lieux, parce que c'est très important de faire attention aux dates. Il se rend en Syrie, il passe quelques mois dans un camp de réfugiés. Il a là des contacts avec des djihadistes qu'on appelle entre guillemets des djihadistes français, qui notamment prennent son nom, etc. Et puis au bout de quelques semaines, il a dû rester 5 mois en Syrie. Il repasse la frontière, là il se fait arrêter, il est dans un centre de rétention, il contacte l'ambassade, il est rapatrié. Arrivé en France, donc il y a une enquête sur son compte, et au terme de cette enquête, il est relâché. Pas de poursuite. On est en 2014. Là-dessus, il continue son parcours de délinquance, mais en fait, il acquitte sa dette. C'est-à-dire qu'il avait de la prison à faire, il fait sa peine de prison, et à la sortie de sa peine de prison, il entame un processus d'insertion. C'est l'âge qui veut ça. Il a plus 20 ans, il a 24 ans. Bon. Il se prépare à passer un bac professionnel. Et là, on est en 2016. 2016, il est arrêté. De nouveau. Il est arrêté de nouveau. Au motif qu'une liste de membres de l'État islamique circule. Liste dans laquelle il y a son nom. Bon. Et depuis, il croupit en prison. Le dossier est à l'instruction. Mais alors, vous voyez, le système c'est le juge Folter. Mais alors, le système d'instruction, le système judiciaire, si la paranoïa du gouvernement français continue comme ça de monter, sous le coup de pression des événements du style de Charlie, parce qu'évidemment que l'affaire Charlie revient, c'est ça qui, avec les médias qui accusent le gouvernement ou la justice de ne pas faire son travail, de mal faire son travail avec l'opinion, avec en plus sur le terrain une réelle exaspération, parce que je l'ai déjà dit et je le répète, la politique entre guillemets de lutte contre le terrorisme est menée en dépit du bon sens. Voudrait-on provoquer au terrorisme qu'on ne s'y prendrait pas autrement? Et là, on en a une illustration.
Alors, la lecture des événements qui est donnée par la justice au parcours de ce jeune, bon, d'abord, il n'y a aucun respect de la chronologie. On se base essentiellement sur le fait il aurait dit, en fait, ça a été retraduit comme ça. Lui, il a dit, je n'ai jamais porté les armes. Je suis allé dans des camps de réfugiés pour apporter mon aide. Il a cherché à se marier avec quelqu'un d'une musulmane. Bon, ça s'est pas fait, il est rentré. Ça s'est traduit dans les rapports de police et par la justice. Je suis allé faire de l'humanitaire. Ma foi, pourquoi pas? De l'aide humanitaire. Bien. Et là-dessus, alors on le relâche, donc en 2014 on le relâche, en 2016 on le rattrape à cause de cette lettre. Quand il était dans les camps en Syrie, il est vrai qu'il a donné son identité à des responsables djihadistes, c'est-à-dire des combattants. Et son nom, son adresse, des références se sont retrouvés, je vous le répète, sur la liste de Daesh. Donc on se dit, du point de vue de la justice, on se dit, ce type nous mène en bateau, il nous raconte qu'il est allé faire de l'humanitaire, en réalité il est membre de Daesh. Voilà la lecture un peu que peut avoir le système. Par les temps qui courent, nous ne pouvons pas nous permettre de prendre le moins de risques avec quelqu'un qui risque d'être dangereux. Bon. Alors dans une affaire comme ça, c'est assez révélateur, hein, surtout qu'il n'est pas le seul dans ce cas. On peut évaluer à 25% le nombre de personnes qui sont inquiétées sans raison. Et je ne parle même pas, à l'époque de Charlie, de l'affaire Charlie, des jeunes qui ont simplement dit sur leur page Facebook, comme pastiche de « Je suis Charlie », qui aurait dit « Je suis Kouachi ». Ils ont été condamnés à de la prison. Vous voyez, tout est question de seuil de tolérance, de degré de paranoïa. C'est très important. Parce que dans un degré haut, effectivement, il a toutes les raisons de se retrouver enfermé. Et le jour où la répression passe au stade supérieur, on aura des mesures d'internement administratif, il sera dans des camps, de même que celui dont le frère est allé en Syrie. Je voudrais simplement mettre en lumière une chose pour l'instant, sur ce dossier. C'est qu'en 2014, lorsqu'il va en Syrie, on est avant 2015, on est avant les attentats de Charlie Hebdo. À l'époque, depuis 2011, toute la presse, tous les médias, les radios, les gouvernements occidentaux et en particulier français, ne cessent de raconter que le président Bachar el-Assad, qu'on appelle alors Bachar, à la tête d'un régime sanguinaire, et d'ailleurs on continue de nous le dire, ça, opprime et massacre son peuple. À l'époque, et encore aujourd'hui, les journalistes français se rendent dans les camps de réfugiés dans lesquels ce même jeune s'est rendu. C'est là que lui a logé, c'est là qu'il a vu des journalistes, c'est là que les journalistes s'installent, font leurs interviews, leurs reportages. C'est une sorte de base arrière également pour les journalistes. Et dès 2011 et encore en 2017, on continue à nous parler des rebelles modérés. Que la France arme, entraîne, encadre avec les Anglais, avec les Américains. Et ce jeune a d'ailleurs vu, il est témoin oculaire de convois d'armes avec des pick-up flambant neufs par dizaines qui transitaient parce que la route passait au milieu du camp de réfugiés. Il a vu, de ses yeux vus, des dizaines et des dizaines et des dizaines de camions avec semi-remorques passer, des camions transportant les armes fournies par l'OTAN. L'OTAN ne s'en est jamais caché, a toujours revendiqué ça, à l'armée syrienne libre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi j'ai vu les deux côtés. Je vois le côté anti-Bachar el-Assad, mais vous savez que je suis allé en Syrie, je suis allé à Damas. J'ai les deux sons de cloche, et je suis français, je sais ce qui se dit et ce qui se raconte en France. Ces armes, elles sont allées aux mains de Daesh et du front al-Nosra. Bon. Donc je demande que l'on remette à ce jeune une médaille, que l'État français officiellement récompense ce jeune qui a suivi et qui a entendu l'appel de Laurent Fabius, qui était dans ce même camp de réfugiés syriens. Laurent Fabius qui a dit, quand on sait ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, Bachar el-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. Laurent Fabius qui n'a cessé de claironner
que le Front Al-Nosra faisait du bon boulot, qu'il fallait soutenir les rebelles modérés, et Hollande, etc. Je dis au président Hollande, une erreur judiciaire est en train de se commettre. Ce jeune qui croupit dans les geôles de la République, il a droit à sa Légion d'honneur. Il a répondu à votre appel. Il est allé en Syrie. Il est allé en Syrie défendre les rebelles modérés, les réfugiés, les femmes et les enfants. C'est une grave erreur, Monsieur le Président. Dépêchez-vous. Finissez votre mandat par un bel acte. Donnez une médaille à Norian Yembou.